À la fin de la précédente vidéo, j'ai commencé à évoquer l'importance qu'avaient eu une femme fatale et une amazone dans l'univers des super-héros. Alors faisons les choses dans l'ordre, peut-être ne savez-vous pas ce qu'est une femme fatale. Pour vous faire une idée, la femme fatale c'est Circé. Non, pas cette Circé-là, moi je pensais à celle d'Ulysse. C'est la fée Morgane dans la légende arthurienne, ou Milady de Winter dans les 4 mousquetaires, Carmen dans l'opéra éponyme, Jessica Rabbit, et c'est aussi Joanne dans Mad Men, ou Eva Green dans Casino Royale. Eva Green... Excusez-moi, reprenons. Alors, qu'est-ce que ces femmes ont en commun? Ce sont des séductrices. Elles ont parfaitement conscience de leur charme et savent les utiliser à leur avantage. Elles symbolisent le désir mortel, la passion qui mène à notre perte. C'est un archétype omniprésent dans les romans noirs et, en toute logique, elles ont fini par atterrir dans les comics de détectives et de vigilantes. Et c'est au printemps 1940 que Bill Finger et Bob Kane décidèrent de confronter le plus grand détective du monde, du moins celui de Gotham, à une cambrioleuse bulgare armée d'un fouet et répondant au nom de The-Cat. Je parle évidemment de celle qui deviendra quelques années plus tard Catwoman, mais je ne m'étendrai pas dessus. Miaou. Je ne m'attarderai pas sur elle, car Catwoman possède un tel charisme qu'elle mérite que je lui consacre une vidéo à part entière. L'aventure dans laquelle elle fait sa première apparition est clairement inspirée du scandale en Bohème où Sherlock Holmes rencontre pour la première fois Irene Adler. Et même s'il fallut attendre 1993 pour qu'elle ait sa propre série, suite au succès du film de Tim Burton, Catwoman est l'un des adversaires les plus intrigants et les plus intéressants de l'univers de Batman. Et cette cambrioleuse a inspiré bon nombre de figures féminines dans l'univers du comics, notamment chez la concurrence, et qui, tout comme elle, sont des femmes fatales bénies par le totem du chat ou d'un autre félidé. Associer la grâce et l'agilité des félins aux femmes n'a rien de novateur puisque déjà dans l'Antiquité, les Égyptiens vouaient un culte à Bastet, la déesse chat. The-Cat est aussi un surnom que l'on attribue aux cambrioleurs particulièrement agiles et se faisant remarquer par des prouesses acrobatiques. Et puisqu'on en est à parler des symboles attribués aux femmes fatales dans les comics, mais aussi dans les romans et les films, nous allons poursuivre avec un autre animal, les oiseaux. Outre ce que j'ai déjà expliqué sur les pouvoirs soniques, les femmes fatales sont souvent de très bonnes chanteuses. Et ça, cela provient aussi des polars noirs où un détective privé s'éprend souvent d'une chanteuse d'un cabaret un peu glauque. Ma foi, ne dit-on pas chanter comme un rossignol? D'ailleurs, les deux équipes les plus célèbres de l'univers DC, regroupant des femmes fatales et autres justicières, se nomment The Bird of Praise et les Gotham Sirens. Il y a 3 autres créations de la nature qui sont souvent utilisées comme symboles pour les femmes fatales, les serpents, les araignées et les plantes exotiques. Quel peut bien être le point commun entre les reptiles, les arachnides et les fleurs? C'est très simple, l'utilisation du poison comme arme défensive. Loin de moi l'idée de vouloir entretenir un cliché, comme quoi les femmes sont fourbes et se vengent en versant du poison dans la soupe du mari qui les a battues, ou obtiennent ce qu'elles veulent avec un parfum enivrant, mais c'est un fait prouvé en matière de criminologie. Une majorité de grandes tueuses de l'histoire avec un grand H sont des empoisonneuses. En France, il y a eu le cas de la bretonne Hélène Gédago, dont Jean Telet a écrit un livre nommé Fleurs de foudre. Et si on parle des femmes fatales dans les comics, on ne peut pas passer à côté de celles qui sèment la terreur dans le cœur et l'esprit de nos petits chérubins, les sorcières. Pendant longtemps, elles seront les seules figures féminines à posséder de véritables pouvoirs dans les comics. À commencer par Claire Voyante, plus connue pour être la première Black Widow. C'est une création des éditions Timely et elle aura son propre magazine à partir de août 1940. C'est une médium qui fut possédée par Satan avant d'être assassinée lors d'une cérémonie occulte. En enfer, elle passe un pacte avec le démon qui lui donne le costume de Black Widow et le pouvoir de tuer tous ceux qu'elle touchera. Ainsi, elle repart sur Terre pour se venger de ses meurtriers, mais aussi de tous ceux qui oppressent les femmes. Les sorcières resteront dans la tradition des comics de super-héros, en partie grâce à elles. Tout comme les vigilantes, les femmes fatales sont assez faciles à produire car souvent, elles sont avant tout des athlètes de haut niveau pratiquant les arts martiaux. Et ce qui rend ces personnages intéressants, c'est la relation qu'elles entretiennent avec les héros. Beaucoup d'entre elles ont une relation très inspirée par celle qui lie Bruce Wayne à Selina Kyle. Durant l'âge d'or du comics, il y a eu Lady Luck dans la série The Spirit. La première Harley Quinn n'avait Dieu que pour le Green Lantern de l'âge d'or.
Et pour les éditions Marvel dans les années 60, il y a eu Captain America et Sharon Carter. Elles ne sont pas toutes des criminels et œuvrent aussi pour la justice, telles que The Woman in Red, une policière ayant compris les limites du système, Blonde Phantom, qui est une secrétaire d'un détective privé le jour et qui joue les justicières la nuit. Sans oublier Black Canary et Batgirl. Alors je sais que l'archétype des femmes fatales est souvent considéré comme purement misogyne, mais personnellement je trouve ces femmes fascinantes. Elles sont capables de garder le contrôle sur leurs émotions, elles s'adaptent rapidement à leur environnement et maîtrisent l'art de la séduction. Et croyez-moi, ce n'est pas à la portée de tout le monde. En ce sens, les femmes fatales sont les parfaites opposées des demoiselles en détresse. Jusqu'à la fin des années 60, elles seront la seule forme de menace féminine que connaîtront les héros et les vigilantes. Et tout comme Carol Ferris, elles seront parfois même le vecteur de la vengeance des femmes envers les goujateries que les hommes leur ont fait subir. J'aimerais beaucoup continuer sur les femmes fatales, mais il est grand temps de parler de celle qui s'imposera naturellement comme étant l'égale des super-héros, et elle ne l'a pas fait en utilisant ses charmes, mais bel et bien grâce à sa force et sa bravoure. Je parle bien sûr de Diana Prince, alias Wonder Woman. Comme je le disais dans la précédente partie, Wonder Woman n'est pas la toute première super-héroïne, mais elle a définitivement marqué l'histoire dès sa première apparition. Et il y a plusieurs raisons pour cela. Déjà, sa date de sortie. Wonder Woman fait la couverture de All Star Comics numéro 8 de décembre 1941, soit quelques jours après l'attaque de Pearl Harbor et l'entrée en guerre officielle des États-Unis dans la Seconde Guerre mondiale. Nul doute que sa tenue bariolée aux couleurs du drapeau américain a dû sensibiliser bon nombre de lecteurs et de lectrices. Mais ce n'est pas la seule raison de son succès. Son créateur, le professeur William Moulton Marston, est un spécialiste en psychologie sociale et très partisan du féminisme de l'époque. Il voit dans les comics un outil pédagogique pour la jeunesse et décide de l'utiliser pour changer le point de vue que l'on pouvait avoir sur les femmes à cette époque. Pour cela, il va reprendre et réinventer le mythe des Amazones et s'en servir pour créer une origin story à son personnage. Avec lui, les Amazones passent d'une tribu de femmes guerrières hostiles envers les hommes à protectrices de l'humanité. Rien que ça. Il donne le nom de Diana à son héroïne en référence à la déesse de la chasse des Romains et des pouvoirs des dieux de l'Olympe. Cerise sur le gâteau, il lui attribue, comme Némésis, Mars, le dieu de la guerre. Et on ne pouvait pas rêver mieux pour cette ambassadrice de la paix. Et quand on la voit, comment ne pas tomber sous le charme? En plus d'une origin story superbement construite, accompagnée du dessin de Harry J. Peter, qui rappelle légèrement les poteries gréco-romaines, la force et les réflexes de Diana égalent facilement celles de Superman, du moins celui de l'âge d'or. Son sens de la compassion la pousse à devenir infirmière militaire, ce qui lui permet, en plus d'aider les blessés, de rester près de la ligne de front. On en oublierait presque que derrière ses magnifiques yeux bleus se cache une guerrière aguerrie, déterminée à mener sa mission d'ambassadrice de la paix à son terme. Toujours est-il que Wonder Woman obtiendra rapidement sa série mensuelle dans Sensation Comics jusqu'à la fin des années 40. Tout comme Superman provoqua l'émergence des super-héros, le succès de Wonder Woman poussera les maisons d'édition à prendre un peu plus au sérieux la création de super-héroïnes. Et à l'instar de la princesse des Amazones, beaucoup d'entre elles sont symboles d'un certain sens du patriotisme et de la compassion. Dans Boy Commander numéro 1, en hiver 1942, DC propose les aventures de Elizabeth Lawrence, connue sous le nom de Liberty Bell. C'est une athlète de niveau olympique qui voit ses aptitudes physiques améliorées après avoir fait sonner la cloche de la liberté de Philadelphie. Un symbole important de la culture américaine car il est lié à la victoire de la guerre d'indépendance. Une fois bénie par le son de cette cloche, Liberty Bell se voit octroyer une force, une vitesse et une endurance améliorées, mais aussi un pouvoir sonique. La série connaîtra un certain succès avant de s'achever en 1949. Toujours en hiver 1942, mais cette fois ce sont les éditions Fawcett qui décident d'attribuer à l'orphelin Billy Batson, connu sous le nom de Shazam, une sœur dont il ne connaissait pas l'existence, Mary Marvel, avec qui il partagera ses pouvoirs, mais aussi bon nombre d'aventures. Elle n'est ni plus forte que son frère, ni plus faible. En plus d'apparaître dans les aventures de son frère et dans Marvel Family Books, Mary Marvel aura sa propre série, d'abord dans le magazine Wow Comics, puis dans Mary Marvel Book jusqu'en 1953. Mary Marvel est une création du scénariste Otto Binder qui avait travaillé auparavant pour les éditions Timely Comics pour qui il avait créé Miss America. Suite à la fermeture des éditions Fawcett, Otto Binder finira par travailler pour DC Comics et migrera dans les pages de l'Homme d'Acier où il créera le personnage de Supergirl.
En août 1947, apparaît pour la première fois Gina Drake, plus connue sous le nom de Black Canary. Dans une aventure de Johnny Saunders, elle s'imposera comme un adversaire au jeune homme avant que Johnny comprenne qu'elle est en fait une justicière qui a infiltré une organisation criminelle afin de la détruire de l'intérieur. Pas bête la blondinette. Black Canary plaît tellement au public qu'elle finit par remplacer Johnny Saunders et son génie rosâtre à partir de Flash Comics numéro 92, 6 mois plus tard. Tout le charme du personnage vient du fait que c'est une version féminine de Batman, la fortune en moins. Elle pratique plusieurs arts martiaux, notamment le judo dont elle a une parfaite maîtrise. C'est aussi une gymnaste hors pair qui décroche des mâchoires à la chaîne, traversant les rues de Gotham en faisant hurler sa Harley Davidson. Si la justicière ne porte pas de masque, c'est tout simplement parce qu'elle a compris le fonctionnement du cerveau des hommes de son époque. Avec sa perruque blonde, son corset noir et ses bas résiles surmontés de bottes en cuir, elle berne autant les gangsters que le détective Lance du GCPD. Personne n'a jamais fait le lien entre ce bel oiseau de nuit et la petite fleuriste brune de Gotham. Alors il existe plusieurs versions du personnage, je vais faire simple, celle que vous connaissez probablement, connue pour son redoutable Canary Cry, c'est la fille qu'elle a eue avec le détective Lance. Mais avec ou sans pouvoir, ce qui est sûr c'est que Black Canary en a dans le ventre, mais malheureusement pour l'héroïne et les lecteurs, le magazine Flash Comics s'arrêtera en 1949. Le bel oiseau se verra exilé sur Terre 2, comme beaucoup de héros du Golden Age de la firme DC, attendant que Barry Allen vienne réveiller leurs souvenirs dans les années 60. Fun fact, il est intéressant de voir que dans ces séries où le héros principal est une femme, le rôle de la demoiselle en détresse est tenu par des hommes à qui elle porte secours. Oui, vous m'avez bien entendu, le terme a été gardé tel quel et le capitaine Steve Trevor, le détective Larry Lance et l'oncle Marvel sont les demoiselles en détresse de Wonder Woman, Black Canary et Mary Marvel. Alors comment est-on passé de l'ascension des femmes fortes des années 30-40 à la chute vertigineuse qui plonge les comics dans une misogynie qui définissent si bien les années 50 et 60 ? Vous le saurez à la prochaine vidéo.